Excusez-moi, le webinaire, nous avons eu un petit retard. Merci pour rester encore pour le webinaire aujourd'hui. Moi, je suis Rachel, je suis marketing manager chez Acerta et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Donc, qui est Acerta? Nous sommes une caisse d'assurance sociale et un guichet d'entreprise. Et lorsque vous lancez votre propre entreprise, il y a certaines démarches administratives à entreprendre et Acerta peut s'occuper de toutes ces formalités pour vous. Donc, ça veut dire le numéro de TVA, numéro d'entreprise, le statut social en tant qu'indépendant, des autorisations, des assurances, tout en tant qu'indépendant. La Starters Academy est offerte gratuitement grâce à nos partenaires BNP Paribas Fortis, Pluxee et Fiat. Au niveau pratique, si vous souhaitez poser une question, vous pouvez le faire via l'onglet Questions. Vous pouvez également télécharger la présentation via l'outil. Et finalement, nous aimerions vous demander de remplir aussi le formulaire d'évaluation après le webinaire. Donc, vraiment désolée pour le retard. Et maintenant, je laisse la parole à Vincent pour le webinaire. Merci. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour le webinaire sur le plan marketing. J'espère que tout le monde entend bien. Et donc, ce dont on va parler, c'est comment on va pouvoir envisager sa communication et son marketing lorsqu'on est indépendant ou quand on se lance comme indépendant ou même quand on est déjà installé, mais qu'on est dans des petites structures comme vous l'êtes sûrement tous. Et donc, aujourd'hui, donc c'est le plan marketing. Alors d'habitude, j'essaye de voir un peu dans quelle zone se trouvent les différents participants, s'ils sont déjà installés, s'ils ont des choix bien particuliers sur un projet, s'ils sont déjà dans une dynamique de projet, pour qu'on voit un peu si on peut donner des exemples qui sont en rapport avec des projets existants. Si vous pouvez essayer de vous présenter ou faire un petit message via les questions, ce serait chouette, comme ça moi je vois un peu de quoi il tourne. Le plus simple, je pense que ce sera via les questions de pouvoir mettre voilà, mon projet et où je suis dans, et que je vois les milieux, en tout cas les secteurs dans lesquels vous envisagez de travailler. Donc, le plan marketing, c'est construire une stratégie claire, simple et adaptée à vos moyens, et donc de créer une stratégie de communication et de marketing qui va être faisable et utilisable. Ok, Yann est en guide touristique, super. Et donc pour nous, le fait d'avoir un contexte très particulier, comme pour vous, comme pour moi, on est des solo entrepreneurs ou on est des entrepreneurs en petite structure, c'est-à-dire qu'on est 1, 2, 3, et avec des capacités et des moyens qui sont relativement limités. On est donc dans une situation un peu difficile et donc on a intérêt malgré tout à avoir un plan marketing, à avoir une idée en tout cas de ce qu'on va pouvoir faire comme une sorte de communication, vers qui on veut communiquer, en termes de contenu, en termes de canaux et en termes de cibles. Et à quoi va me servir mon plan? Ben, effectivement, c'est de pouvoir se dire que j'ai une carte, que j'ai un guide qui va me permettre de voir vers où je dois aller, quels sont les objectifs et comment je peux réaliser ce que je veux atteindre et par quels moyens je peux justement améliorer ma communication, améliorer ma présentation, la présentation de mon entreprise ou de mon activité.
Donc, les objectifs du webinaire, c'est surtout de comprendre pourquoi le marketing classique, en tout cas celui qu'on apprend classiquement dans les écoles, qu'on apprend dans les bouquins, ça ne convient pas spécifiquement à des petites structures, que c'est totalement inadapté parce que vous êtes capable d'utiliser les mêmes schémas ni les mêmes ressources que va le faire une grande entreprise. Ici, je vais vous présenter une méthode qui est basée sur 6 piliers. Et comment on peut appliquer ces 6 piliers pour avoir justement une stratégie de marketing qui va pouvoir se faire avec peu de moyens. Alors, le marketing qu'on présente de manière classique a été pensé pour les grandes entreprises. Il est inadapté pour les indépendants. Ça, c'est clair. C'est un truc qui est dans des zones où il faut avoir énormément de revenus, énormément de capacités pour pouvoir dépenser, pour pouvoir se montrer. Or, ce n'est pas le cas de ce qu'on peut faire. Et donc, il faut se rendre compte que le marketing classique est largement basé sur ce qu'on appelle les 4 P. Donc, quand vous lisez des bouquins sur le marketing ou quand vous avez eu des cours sur le marketing, on vous parle des 4 P. Les 4 P, c'est le produit, le prix, la promotion et la place. En fait, ce sont 4 zones de choix stratégiques qui sont faits dans les présentations. Si vous regardez les publicités auxquelles vous avez accès aujourd'hui, que ce soit sur du papier, que ce soit en radio, que ce soit en télé ou même sur Internet, on a toujours un choix qui est fort, qui est le choix qui va guider sur une base des 4 P, c'est-à-dire que est-ce que la présentation de mon produit se fait par rapport à ses caractéristiques? Est-ce que je suis en train de décrire exactement comment mon produit va fonctionner? C'est tout ce qui est technologique. Aujourd'hui, la téléphonie est principalement basée sur le fait de présenter des produits avec des nouvelles caractéristiques ou des caractéristiques qui sont différentes. J'ai un nouvel objectif, j'ai des touches supplémentaires, etc., etc. Soit on a une caractéristique d'une stratégie qui est basée sur le prix. Donc, c'est ce que font les discounters ou même maintenant certaines entreprises ou de services ou les grandes surfaces pour les produits de tous les jours. Donc, il y a soit une stratégie de prix avec une communication qui est exclusivement basée sur les prix. C'est ce que fait Lidl, par exemple. Ensuite, on a la stratégie de la promotion. Qui font des actions des entreprises qui choisissent de se montrer par tous les moyens, sur tous les supports possibles. C'est ce que fait particulièrement Samsung, par exemple, où vous le revoyez sur toute une série de supports, que ce soit des grandes affiches, que ce soit dans des bouquins, que ce soit à la télé, etc. En fait, ce qu'on voit beaucoup moins sur Samsung, c'est les capacités des produits. Ils sont surtout sur une stratégie de présence sur tous les supports de promotion. Et le dernière caractéristique, la dernière stratégie qui est habituellement présentée, c'est le choix de l'endroit où on peut se faire voir, où on peut rencontrer son client. C'était particulièrement vrai dans le cadre des magasins. Ça existe toujours, c'est pas ça, mais c'était particulièrement vrai dans le cadre des magasins physiques où le poids de l'emplacement était totalement primordial. Aujourd'hui, on est un peu dans le même cas, si on comprend bien ce que représente en fait un site internet et la vitrine que ça peut représenter par rapport à des gens qui passent dans une rue. Donc, si on a bien une compréhension de l'image de ce que c'est un site internet par rapport au flux de clients ou en tout cas au flux de curieux potentiels, c'est un peu un magasin dans une rue qui a du passage et qui espère que les gens vont venir rentrer, en tout cas s'arrêter devant la vitrine et venir rentrer dans le magasin. Donc la place, c'est une stratégie également. Et donc ces positionnements
de marketing sur ces caractéristiques-là, aujourd'hui, sont toujours extrêmement présents parce que on est toujours dans les grandes entreprises sur cette façon de faire. Donc Coca-Cola aujourd'hui est plutôt sur de se montrer, ne parle plus tout à fait de ses produits. Ça a été un peu le cas avant. Vous avez des évolutions aujourd'hui sur certaines entreprises qui modifient considérablement leur façon de se montrer. Vous avez on peut envisager, comme ça une évolution comme ça. Vous voyez un petit peu aujourd'hui, si vous voyez bien ce que fait, les publicités que fait, IKEA, aujourd'hui, on est, heu, concrètement, dans une présentation qui n'est plus liée à la construction des produits comme on pouvait le voir avant, des meubles et cetera, du meuble en kit pur. On est exclusivement, pratiquement, sur la présentation d'un art de vivre, d'une façon de vivre avec une certaine, comment on va dire, une façon d'agencer son environnement. Et c'est ça qu'on voit comme publicité. C'est des publicités qui font appel à beaucoup plus de compréhension de ce qu'on appelle le client et du besoin du client pour qu'il y ait une identification du client à, au produit ou en tout cas à la marque qui se vend. Donc le marketing classique, nous on l'associe, enfin moi je l'associe plutôt à ce qu'on appelle ce qui est un ring de boxe. Pourquoi? Parce qu'on est dans une logique de guerre, on est dans une logique où il faut vaincre ses concurrents, il faut les battre pour avoir plus de place, pour pouvoir en fait avoir une capacité à répondre. Et malheureusement pour les petites structures ou les personnes qui disposent de peu de moyens, c'est extrêmement difficile de se faire une place au soleil parce que justement on est confronté à à des concurrents qui ont beaucoup plus de moyens que nous, qui sont déjà beaucoup mieux installés et qui sont capables de réagir à toute une série d'actions que je pourrais prendre pour essayer de prendre ma place ou en tout cas de prendre des parts de marché sur le secteur où je veux m'installer. Et donc ce ring de boxe, c'est assez difficile. Et l'inégalité qu'on peut avoir entre ce que moi je suis capable de faire, moi ce que je peux produire, et ce que peut faire un concurrent ou plusieurs concurrents, c'est assez différent. Et donc, une publicité comme fait Coca-Cola, ce sont des sommes absolument colossales. Ça, par rapport à ce que vous voulez faire, c'est totalement inaccessible. Et donc, il faut se rendre compte que en utilisant les mêmes méthodes, on va avoir un résultat quasi inaudible et on ne saura pas se faire voir, on ne saura pas se faire entendre, on ne saura pas se faire écouter dans la proposition qu'on veut faire comme de notre solution vers les prospects, vers les clients. Donc les conséquences pour un indépendant, c'est on gaspille du budget pour essayer de se faire entendre, mais ça ne marche pas. Ça veut dire qu'on est extrêmement découragé. C'est en tout cas réellement souvent, c'est cette position qui prédomine, c'est comment je vais faire pour essayer de toucher des prospects. Alors, ce qu'il faut se rendre compte, c'est là où ça commence à devenir intéressant, c'est que contrairement tout ce que la publicité aujourd'hui, communication aujourd'hui, qui est faite selon la méthode classique, c'est que moins de 25% des personnes que l'on touche, moins de 25% des prospects sont des prospects chauds. Ça veut dire que quand on dit prospects chauds, ce sont des gens qui sont susceptibles d'acheter. Et donc, on fait de la communication uniquement vers des gens qui sont déjà aujourd'hui prêts à acheter. Ça veut dire que on considère, et c'est assez stupéfiant de voir la dépense considérable que font toute une série d'entreprises qui font de la communication purement identitaire, donc uniquement pour se montrer. Il y a très peu d'effets de stimulation pour amener
les prospects à concrètement passer à l'action. Quand vous voyez les publicités pour les voitures, c'est assez extraordinaire parce que ça voudrait dire, quand vous voyez la pub, vous entendez comment c'est construit, c'est qu'aujourd'hui, ben, vous êtes tous en recherche pour acheter une nouvelle voiture. Or, vous savez qu'une voiture ne s'achète pas comme ça, on fait. On a, au maximum, on l'achète tous les 4 ans, etc., etc. Donc, mais par contre, dans la masse, c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que le fait de dépenser énormément d'argent permet de toucher une grande masse, et la grande masse va permettre à l'intérieur de quand même trouver un certain nombre de personnes qui sont dans l'état d'être prêts à acheter, et donc sont susceptibles quand même de remplir la mission et donc de euh, passer à l'action et de venir acheter. Mais nous, dans nos conditions budgétaires dans lesquelles nous nous trouvons, c'est pratiquement impossible à envisager. Donc, il faut trouver d'autres moyens qui vont nous permettre de passer. Le point suivant est aussi un point extrêmement important, c'est sur les 5 niveaux de conscience. Donc ça, les 5 niveaux de conscience, c'est les 5 niveaux par lesquels passe un prospect avant de passer à l'action finale qui est acheter. C'est-à-dire que notre prospect, au départ, est totalement inconscient de la problématique. Quand on dit inconscient, ça veut dire qu'il ne subit pas de pression, donc il n'a pas de frustration parce qu'il lui manque quelque chose, il n'envisage pas un gain complémentaire, il est complètement inconscient, et donc la masse considérable des prospects est dans cette situation. On est dans l'inconscience du besoin, et par conséquent, on n'est pas prêt ni à entendre ni à écouter ce que va raconter la communication et la publicité. On va commencer à être un petit peu attentif qu'à partir du moment où on est conscient du problème. Lorsqu'on est conscient du problème, ça veut dire que, effectivement, on s'est retrouvé confronté à quelque chose, et ce quelque chose génère soit un souci, soit un gain de temps, un gain d'argent, etc., etc. Ensuite, le cheminement suivant du client est qu'il est conscient qu'une solution au problème qu'il a soulevé, qu'une solution existe. Il n'est pas encore en train de se dire qu'est-ce que je vais choisir, il est en train de se dire quelle est la solution. Et enfin, quatrième niveau, là, il voit les différentes solutions qui sont proposées et il va pouvoir faire un choix. Donc, il va regarder les différents fournisseurs de voitures et il va déterminer celle qu'il va pouvoir choisir, celle qu'il pourrait envisager d'acheter. Et ensuite, il va faire la démarche pour aller voir, avoir plus de renseignements qui vont l'amener à être face à un achat et qu'il va, oui ou non, signer. Donc, il faut bien se rendre compte que les 5 niveaux de conscience, c'est une progression dans l'état conscient, on va dire, de notre prospect qui va avancer dans un chemin qui va l'amener à être de plus en plus capable d'entendre et d'écouter des solutions qui vont résoudre une problématique dont il commence à prendre conscience. C'est là où toute la subtilité, c'est-à-dire que aujourd'hui, la publicité est pratiquement basée sur le 3, le 4 et le 5 maximum. Le 1 et le 2 n'est jamais, jamais, jamais évoqué. Or, pour vous, comme pour moi, pour toutes les petites structures, ce qu'on est en train du besoin qu'on a, c'est particulièrement présent, c'est la recherche de prospects, c'est la prospection qui est le plus important, parce qu'une fois que vous êtes face à vos clients ou à vos prospects potentiels, vous êtes capable de les convertir, vous êtes capable de leur faire sentir qu'effectivement,
votre solution peut être une bonne solution. La problématique, c'est d'avoir assez de monde pour qu'effectivement, vous ayez le cheminement et l'avancée du client vers votre solution. Or, c'est vraiment ça le truc, c'est de se rendre compte qu'il y a une zone qui n'est pas exploitée, qui est pas du tout utilisée, et c'est dans cette zone-là qu'il va être intéressant d'aller proposer de la communication. Donc, l'erreur du marketing classique, c'est que on parle particulièrement au niveau 5, mais on est déjà un peu présent avant, et on ignore 75% du marché. Donc, si on prend un exemple d'un coach bien-être, le prospect va être à une prise de conscience qui est j'ai un problème, c'est que j'ai pas mal de stress, je voudrais diminuer ce stress, je suis fatigué, j'ai besoin de plus de situations positives, etc. Le niveau 3, c'est qu'il se rend compte que le coaching peut l'aider. Le niveau 4, c'est que le coach propose certains accompagnements. Et donc, le niveau 3, c'est que là, il voit qu'il y a des solutions qui existent. Le niveau 4, c'est que la solution apparaît concrètement à lui. Et le niveau 5, c'est que je prends rendez-vous pour un achat. Donc ça, c'est vrai. La première prise de, enfin, la première conscience pour vous, c'est d'avoir ces 5 niveaux de conscience comme étant un cheminement sur lequel il va falloir travailler pour vos prospects pour que enfin ils arrivent dans des dispositions pour être prêts à acheter la solution que vous allez proposer. Donc, toute cette zone du niveau 1 et 2 et tous les 75% qui ne sont pas du tout concernés par les publicités aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle les non-clients. Et le non-client, c'est une notion qui a été développée dans le cadre de la stratégie Océan Bleu. Ce sont tous ceux qui sont en dehors de la zone où on se bat pour essayer de leur vendre quelque chose. C'est donc une énorme opportunité pour les petites structures, pour les auto-entrepreneurs, parce que c'est là que se trouve en fait votre potentiel de client. Ce qu'on appelle l'océan rouge, c'est la zone où tous vos concurrents sont en train d'essayer de prendre une part de marché, où ils sont en train de se battre. L'océan bleu, ce sont les zones où il y a une série de personnes qui ne savent même pas s'ils peuvent acheter. Non, ils ne sont même pas conscients qu'ils peuvent acheter quelque chose qui va solutionner une problématique dont ils n'ont pas vraiment conscience. Et donc, pour ce qu'on va regarder aujourd'hui, on est plutôt en train d'essayer de trouver une solution qui va permettre de sortir de la zone où on se bat réellement et d'aller vers une zone où on va commencer à toucher les gens d'une autre manière et en parlant d'une autre façon, en communiquant d'une autre façon afin de toucher de manière beaucoup plus spécifique des gens qui vont être beaucoup plus ciblés, beaucoup plus en rapport avec ma solution. Donc les 6 piliers, ce sont le premier, ce sera les personas. Le second, la proposition de valeur. Le troisième, ce sont les canaux sur lesquels on va communiquer. Le quatrième, c'est le contenu qu'on va diffuser. Le cinquième, ce sont les tunnels de conversion. Et le sixième, c'est l'environnement dans lequel vous vivez. Quand je parle d'environnement, c'est votre environnement économique, donc c'est votre zone, c'est votre secteur, ce sont les concurrents auxquels vous allez devoir faire face dans votre zone de choix d'implantation de votre activité. Donc le pilier 1, c'est le persona. Alors, il y a ici donc le dessin, c'est une utilisation de la value proposition qui est une évolution du business model Canva. La value proposition, c'est l'interrogation qu'on va avoir sur
comment fonctionne mon client, quel est mon client idéal, quel est le besoin réel auquel il fait face. Et donc, on va essayer de comprendre spécifiquement toute une série de points qui le caractérisent. Alors, je ne suis pas pour faire des cartes de clients persona comme on voit présenter beaucoup sur Internet, parce que je trouve que ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'un persona, c'est un besoin. J'ai besoin d'une voiture noire, je n'ai pas besoin d'une voiture rouge. Donc mon besoin, c'est voiture noire. Donc, si j'ai quelqu'un qui parle de voiture noire, je vais l'écouter. Si j'ai quelqu'un qui parle de voiture rouge, je ne l'écouterai pas. Donc, il faut bien se rendre compte que le persona, c'est un besoin. Et le concept de value proposition, c'est justement intéressant dans le sens où on va s'interroger sur 3 points particuliers de mon client idéal. Le premier point, c'est aujourd'hui, que fait mon client pour résoudre ce que je voudrais résoudre? Bon. Soit j'ai une solution totalement novatrice vers quelque chose qui n'existe pas encore. C'est possible. Mais aujourd'hui, le client fait autrement. Le client fait autre chose. Avant qu'on ne crée Airbnb, tout le monde allait dans le système habituel de je suis passé trop vite, mais c'est pas grave. On allait dans le système Airbnb, on passe tu vas me perturber. Donc, en fait, on allait avant Airbnb, on n'avait pas la possibilité de louer des appartements, d'aller chez des gens, etc., etc. Ça pouvait se faire, mais c'était pas répandu et ni développé comme c'est aujourd'hui. On allait vers le système habituel de location via hôtelier, soit ou en camping, etc., etc. Et donc, on était dans une dynamique. Et là, en fait, on a créé un lien entre le voyageur et le joueur qui a permis de créer ce qu'on a Airbnb aujourd'hui. Et en fait, là, ça a été un gain potentiel pour le loueur parce qu'il a récupéré de l'argent et une frustration en moins pour le voyageur parce qu'il a pu changer de système et dire ah ben je vais payer moins cher. C'est un gain aussi, mais c'est aussi une évolution dans la satisfaction. Donc on s'interroge sur on s'interroge sur ce que fait aujourd'hui mon client. Comment il fait aujourd'hui dans ma zone? Comment il résout ce problème? Le problème que moi je veux solutionner avec ma proposition. Donc, comment il fait aujourd'hui? Si par rapport à ce que je fais aujourd'hui, comment il fait aujourd'hui, est-ce que ça dégage des frustrations? Est-ce que ça dégage des gains potentiels? Et la réponse que doit donner mon offre, c'est de revenir et de faire une solution qui va permettre de diminuer les frustrations ou d'augmenter les gains de mon prospect et qu'il va comprendre qu'effectivement ma solution est vraiment une solution qui va venir me proposer quelque chose. Ça doit être vraiment en lien, donc la proposition de valeur, la façon dont je vais proposer mon produit doit être vraiment en lien avec soit une frustration, soit un gain, et doit vraiment parler aux besoins que ressent le prospect pour qu'il soit d'accord et qu'il comprenne qu'effectivement, ça va être un réel avantage. Donc, si on prend l'exemple du personnage, c'est si je suis toujours mon indépendant, donc mon coach en bien-être, et que j'ai une personne qui recherche justement pour avoir une amélioration de son bien-être, son besoin, mon, mon, mon coach va avoir besoin d'augmenter le nombre de ses clients. Les peines, ce sont les fins de mois difficiles et donc le gain, c'est le meilleur équilibre vie perso et vie pro. Donc, il va être vraiment en train de rechercher comment il peut trouver des solutions, comment il peut améliorer la façon dont il va trouver des prospects. Donc là, il faut bien comprendre le système
de persona parce que c'est fondamental que le client idéal, je dois voir comment il fonctionne aujourd'hui, je dois dégager les zones qui lui posent problème, je dois dégager les gains potentiels. Je me rappelle quand je travaillais dans l'administration, en service comptable et financier. À mon époque, je trouvais absolument invraisemblable que l'on ne puisse pas scanner les factures de mes fournisseurs pour gagner beaucoup de temps dans l'encodage, pour pouvoir faire d'autres choses, de contrôle, etc. Et ça, ça aurait été pour moi réellement un gain potentiel. Et s'il y avait eu cette solution qui serait passée, j'aurais vraisemblablement fait en sorte qu'on puisse l'obtenir parce que ça aurait été vraiment un gain terrible. Donc c'est ça le truc, c'est quand je fais mon offre, c'est de bien comprendre comment elle vient bien se caler sur une demande et sur cette demande qui représente en fait des frustrations qui sont claires et des gains potentiels pour l'utilisateur. Le pilier 2, c'est la proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est vraiment une transcription de la peine ou du besoin ou de la problématique que je soulage du gain. Donc, l'exemple est vraiment client, c'est on ne vend pas une perceuse, on vend un trou dans un mur. Si j'achète une perceuse, c'est pour faire un trou, c'est pas pour avoir une perceuse chez moi. Donc, il y a donc le discours par rapport à la perceuse, c'est vous allez pouvoir faire tous les trous que vous voulez. En gros, c'est un peu ça, d'une certaine taille, mais c'est un peu ça. Et donc, le truc, c'est de comprendre que mon discours, ma communication doit être orientée comme cela. Donc, c'est de parler vers le besoin qui est soulagé, vers la frustration qui est difficilement éliminable ou vers les gains potentiels que l'outil peut amener. C'est tout ce qui est toutes les apps aujourd'hui, toutes les petites applications aujourd'hui qui apparaissent parce que effectivement ça résout un petit problème. On voit les applications pour les parkings parce que effectivement aujourd'hui tout le monde cherche pour avoir une place de parking et si on avait des applications qui faisaient le suivi de toutes les places qui s'ouvrent, ce serait un gain de temps, un gain d'argent parce qu'on pourrait le faire faire de façon. Mais ça, ce sont vraiment des choses qui s'adaptent à des besoins, des frustrations qui sont ressenties et qui permettent de vraiment cibler considérablement le client vers qui on veut amener les solutions. Donc, dans le cadre du coach, c'est vraiment de se dire, je vous aide à retrouver une énergie et si on est avec un consultant digital, c'est on n'est pas en train de parler techniquement de ce qu'on va faire, on est en train de parler de ce que l'action, ma solution va pouvoir amener dans le cadre de l'activité ou de la de la façon dont fonctionne mon prospect. Donc, si mon consultant digital dit je rends votre activité visible en ligne sans jargon ni complexité technique, vous comprenez que ça va être très simple de pouvoir être visible sur le net. OK? Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous poser vos questions. On peut envisager de discuter directement sur un sujet ou l'autre, si ça vous pose un problème, ça permettra de peut-être faire avancer tout le monde. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez reposer des questions. Alors, le troisième pilier, ce sont les canaux. Donc les canaux, c'est comment rencontrer mon client, mon prospect, c'est comment faire en sorte qu'il m'entende. Alors, on n'a pas besoin de diffuser dans tous les sens, il n'y a pas besoin de faire tout ce qui est possible et imaginable. Ce qu'il faut, c'est plutôt trouver un ou deux canaux qui sont pertinents. Et quand je parle de canaux pertinents, ça va être ceux où vos clients idéaux se trouvent. Donc, si habituellement,
Euh, euh, si je suis qu'est-ce que j'ai sur les voyages touristiques, c'est voilà, j'ai pas trouvé la solution, l'exemple comme ça. Donc, en fait, ce qui compte, c'est de bien comprendre que si votre cible, votre persona, lit les magazines, a un profil qui est de lire des magazines de luxe, par exemple, inévitablement, la publication dans un magazine de luxe va devenir intéressant pour vous parce que votre prospect, votre client idéal utilise ce canal-là pour s'informer. Donc, les canaux, ça peut être un Facebook, ça peut être un LinkedIn sur le numérique, mais ça peut très bien être un TikTok aussi parce que la façon dont on peut présenter son activité de manière visuelle permet aussi de toucher peut-être toute une partie de mes prospects parce qu'ils sont attentifs à ce genre euh, de, de, de démonstration qui va être beaucoup plus simple à comprendre. Quand on voit le nombre de tutos aussi qui passent, tout ça, c'est une façon de montrer. Donc, ce qu'il faut, c'est de choisir les canaux vers lesquels vos clients idéal se concentrent pour s'informer, pour recevoir de l'info. Et donc, c'est intéressant d'aller se positionner sur cela. Ne diffusez pas sur tous les canaux, ça ne sert à rien. C'est une dépense aussi. Euh, la, la- la- la totalité de votre budget, alors que en se concentrant, vous allez pouvoir faire plus de choses de manière beaucoup plus pertinente. Donc, on a par exemple, dans l'exemple de coach qui est plutôt sur Facebook et qui est expert le bouche à oreille, et mon artisan qui va plutôt faire des flyers de son activité et utiliser des partenariats, donc c'est-à-dire des potentielles personnes qui vont leur générer des contacts. Le problème de ces deux façons de faire, c'est qu'on est extrêmement passif et qu'on n'a aucune action potentielle sur les prospects. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, c'est de la diffusion statique uniquement pour se faire connaître, donc identitaire, et on n'a pas de possibilité de stimulation, de possibilité de toucher beaucoup plus fort les prospects qui sont dans les 5 niveaux de conscience. Donc, si on va beaucoup plus loin dans le principe du Facebook et qu'on trouve des groupes qui parlent de bien-être, de coaching bien-être, d'amélioration du sommeil, de diminution du stress, etc., et de créer des contenus, soit via un blog, soit dans les groupes qui parlent justement de ces problématiques, mais qui ne parlent pas de ma solution, mais qui parlent d'une solution qui va améliorer la problématique ou de prise de conscience de toute une série de choses. Ça, c'est de la génération de contenu intéressant et de contenu de valeur qui vont parler aux personnes et qui vont faire en sorte qu'ils passent d'un niveau de conscience à un autre et que si les contenus que vous proposez de solutions qui ne parlent pas de vous, mais qui parlent de ce que ça peut donner, va amener vos prospects de prendre conscience que vous êtes peut-être une des solutions puisque ce que vous diffusez correspond bien à ce qu'ils ressentent. Et donc, même chose pour mon artisan, s'il change sa façon de faire en étant beaucoup plus interactif avec ses clients, avec ses prospects, c'est-à-dire d'avoir quand même un site internet pour faire une simple vitrine, mais qu'il en fait un contenu à côté avec des vidéos qui sont très explicites de ce
des réalisations et de comment ça peut donner une solution pour tout un chacun, ça, c'est une façon d'interagir. Alors, on n'est pas encore totalement dans la stimulation, mais on est déjà dans une interaction avec les prospects. Parce qu'on va avoir des présentations qui vont leur parler beaucoup plus. Les piliers 4, ce sont les contenus. Alors, j'ai déjà pas mal parlé d'identitaire et de stimulation. Donc, le contenu identitaire, c'est ce qu'on fait à 80%. Mais le contenu identitaire en lui-même vend extrêmement mal. Donc, le contenu identitaire, c'est tout ce qui a trait à bonjour, j'existe. Donc, c'est tout ce qui va être un site vitrine, c'est tout ce qui va être un post sur ce que je fais, etc., etc. Tout ça, c'est de l'identitaire. Un flyer, c'est un identitaire. Une carte de visite, c'est identitaire, etc., etc. Donc, c'est de l'image. Mais c'est aussi un travail sur ce qu'on appelle la notoriété. C'est-à-dire que plus vous allez pouvoir communiquer de manière identitaire, donc ça veut dire des contenus de valeur qui génèrent de plus en plus de notoriété. Tout ça va augmenter votre importance. Donc, ça veut dire que la façon dont on va pouvoir vous trouver, la façon dont on va pouvoir vous voir, et ça va induire un sentiment de confiance chez vos prospects parce que ce que vous diffusez leur parle et que les solutions que vous envisagez, sur lesquelles vous paraissez compétent, sont des stimulations vers la confiance. À partir du moment où on a l'équation notoriété-confiance, on a un autre élément qui apparaît, c'est que effectivement, on a une caractéristique d'autorité, c'est-à-dire que nous sommes susceptibles d'être assez experts et avec assez d'expérience que pour que notre solution puisse réellement apporter quelque chose au prospect. Tandis que le contenu de stimulation, c'est vraiment quelque chose qui va faire générer de l'action. C'est-à-dire que mon contenu de stimulation va amener des personnes à agir pour quelque chose. Donc, par exemple, on pourrait envisager en stimulation, c'est de proposer, par exemple, un livre blanc ou une série de guides de solutions, une façon de procéder, etc., une recette de cuisine, etc., qui permettent en fait aux gens d'obtenir quelque chose. Donc là, il y a un gain pour eux, il y a un cadeau, et à ce moment-là, on est capable d'envisager qu'ils aient une interaction et qui donc, eux, vont donner, par exemple, leur boîte mail qui va nous permettre de pouvoir les recontacter ou en tout cas de leur diffuser des informations qui sont sur une situation suivante. Donc, on a quelqu'un qui a posé un intérêt et donc on va pouvoir lui parler de choses qui seront plus ciblées par rapport à ses besoins. Et donc, il faut combiner les deux façons de diffuser. Et en gros, on est souvent à 80-20. Donc, dans ce qu'on parle aujourd'hui sur les fameuses moteurs de recherche en intelligence artificielle, c'est aussi cette notion de EEAT. Donc, le EAT, c'est expertise, expérience, autorité, trust. Donc, trust, c'est la confiance. Donc, ça, c'est vraiment la base de ce que font les moteurs de recherche aujourd'hui. C'est de voir si vous avez assez d'expérience, assez d'expertise, assez d'autorité et assez de confiance que pour qu'on puisse vous recommander. Et donc, dans la vie réelle, c'est exactement la même chose parce que vous allez travailler avec quelqu'un à partir du moment où vous avez un collègue, un voisin, une personne de la famille qui va vous recommander quelqu'un. Donc, il y aura là assez de preuves concrètes pour que, effectivement, vous ayez confiance dans l'activité. C'est donc ces points-là qu'il faut travailler, c'est démontrer les compétences, montrer des preuves concrètes qu'on a l'expérience, c'est être reconnu comme une référence et de travailler sur la confiance pour avoir une crédibilité qui est renforcée. Le pilier 5, ce sont les tunnels de conversion. Les tunnels de conversion, c'est
réellement faire passer le prospect d'un inconnu à quelqu'un qui est un ambassadeur pour sa marque. Donc, on va l'attirer, l'intéresser, lui donner envie, le guider à l'action. Donc, c'est le principe AIBA, si vous voyez. AIBA, c'est attirer, intéresser, donner envie et guider à l'action. Euh, le fait, c'est de le faire passer d'un niveau d'inconnu à un niveau d'ambassadeur, donc c'est-à-dire de diffuser de la notoriété, se faire voir, faire découvrir ce qu'on peut faire, etc., et arriver à les convertir comme étant des clients potentiels. Donc, un exemple de tunnel, c'est avant, on avait plutôt un article de blog, une newsletter, des appels à la découverte, et puis on faisait un achat. C'est vrai, mais aujourd'hui, on a intérêt à avoir des articles de blog avec des contenus qui sont de valeur pour les cibles, donc des contenus qui sont en rapport avec ce dont ils ont besoin. On fait des liens entre les différents articles qu'on diffuse, comme ça permet d'avoir un suivi dans les différentes évolutions de solutions qu'on propose. Et on fait de la stimulation dans les articles de blog pour qu'on aille vers des futurs articles ou qu'on envoie vers des articles qui parlent d'autres choses différentes. On va faire de la stimulation avec des choses qui permettent de donner de la valeur aux personnes, qui vont permettre de faire de l'échange, c'est-à-dire de donner des guides, de faire des webinaires, de faire des checklists, de faire toute une série d'outils qui permettent aux gens d'obtenir quelque chose. Et le but ultime est vraiment de créer des communautés. Alors, ce qu'on appelle des communautés, c'est d'avoir des gens qui sont à l'intérieur d'un groupe qui marquent de l'intérêt par rapport à ce qu'on propose. Ils ne sont pas aujourd'hui tous potentiellement clients, mais ils sont tous aujourd'hui intéressés par ce que je peux raconter et ce que je peux donner. Et donc, tout cela, toutes ces personnes qui se trouvent dans la communauté vont pouvoir être invités à toute une série de choses dans lesquelles on va pouvoir interagir avec eux. Et le but ultime est vraiment d'avoir une proposition concrète, de pouvoir rencontrer les personnes et les amener effectivement à choisir notre solution. Donc, vous voyez que le tunnel de conversion est une combinaison des différents éléments, des canaux et du contenu, etc., pour amener les gens dans un état de conscience suivant. Et la dernière chose, c'est l'environnement. Le dernier pilier, c'est l'environnement. C'est observer vos concurrents. Allez voir ce qu'ils font. C'est extrêmement important de s'intéresser au monde qui nous entoure, voilà, au secteur dans lequel on va se trouver, parce que c'est là que vous allez être inspiré pour trouver des solutions dans votre manière de communiquer. Vous allez pouvoir identifier s'il y a des manques, parce que si vous avez bien identifié votre persona, vous avez bien vu les frustrations et vous allez voir si vos concurrents remplissent ces frustrations ou s'ils ne les remplissent pas, vous avez vraiment des opportunités. Voyez comment ils racontent, voyez comment ils présentent, voyez comment ils sont, c'est extrêmement intéressant. N'ayez pas peur d'aller les voir. Au contraire, c'est vraiment des sources sensationnelles parce que tout le monde diffuse tout et n'importe quoi. Donc, c'est vraiment intéressant de regarder ses concurrents et de s'interroger sur comment je pourrais tirer parti de telle situation et comment je vois bien que là, ils n'ont pas envisagé ça, ils n'ont pas envisagé, ils le font de telle manière, ils utilisent tel canal, mais moi, je voudrais bien utiliser celui-là et je pense que là, j'ai bien mes prospects qui s'y trouvent. Donc, l'analyse, c'est vraiment les forces, bien voir sur quoi ils basent leur façon de se présenter. Donc, souvent, on va parler d'un truc très spécifique de ton activité qui va représenter une force. Si sur mon téléphone, j'ai les trois objectifs et les trois objectifs vont me permettre de faire des photos en ralenti qui sont extrêmement précises. Et donc ça, on va dire que ça, c'est une force. Je suis conscient de ça, donc moi, je dois être bien conscient que ça sert à rien d'aller parler sur sur deux objectifs parce que je vais pas pouvoir rivaliser. Donc j'ai intérêt à passer sur autre chose. Les faiblesses que vous constatez chez vos clients, chez vos concurrents, sont bien des opportunités pour vous. Et je vous invite, moi, à envisager une SWOT comparative. Donc, si vous avez bien conscience des forces, voyez bien les vôtres.
voyez bien les faiblesses et comparez avec ce que vous avez vu chez vous. Donc les 6 piliers, on est le persona, proposition de valeur, les canaux, les contenus, les tunnels de conversion et l'environnement. Le client est primordial au centre, c'est mon client idéal et je vois comment il fonctionne et comment mes 6 piliers vont venir se coller dessus. Évidemment, dans un plan marketing, si on n'a pas un calendrier, si on ne sait pas organiser ses actions, si on n'a pas des deadlines, donc si on n'a pas des dates concrètes pour faire des publications, pour faire des zones de stimulation, si je vais dans une foire, je dois avoir travaillé sur mes stimulations, je dois avoir communiqué auparavant, je dois avoir invité les personnes, je dois les faire interagir pour, par exemple, venir chercher des rendez-vous particuliers sur la foire, etc., pour être sûr de pouvoir les rencontrer. Et donc, mon calendrier est aussi des objectifs très, très clairs qui sont liés à la cohérence et qui vont éviter d'avoir des actions qui sont isolées. Ça sert à rien de publier parce que vous avez du temps aujourd'hui de préparer 3 articles pour demain. On a intérêt à, OK, faire le premier article, on le diffuse demain, faire le deuxième article, on le diffuse la semaine suivante, le troisième article, on le diffuse la semaine suivante. Et ça nous permet d'interagir sur chaque article en refaisant, en reprévoyant des interventions qui vont refaire, soit par post, soit par une autre façon, un autre canal qui va nous permettre de relancer l'intérêt pour l'article qui a été publié, de pouvoir travailler derrière et de voir ce qui peut fonctionner en termes de stimulation, type, façon de voir, etc. Donc, le calendrier marketing, ce qu'on faisait avant, mais la planification, donc le plan marketing, c'est une planification des différentes actions que vous allez pouvoir faire. Dans les types de contenus et les campagnes, moi, je vous invite vraiment à déterminer des piliers de contenu, c'est-à-dire vos grands thèmes récurrents. Donc ça, quand vous avez vu les frustrations, vous avez vu les gains potentiels qui apparaissent chez vos clients idéaux, vous avez là le terreau pour créer vos grands thèmes de publication. Et là, vous publiez, dans chacun des piliers, vous publiez des articles qui sont liés tous ensemble. Et vous pouvez faire des liens entre plusieurs piliers de contenu qui vont permettre de l'interaction entre les différents contenus. Travaillez sur vos publications identitaires, faites des publications imbriquées, donc avoir des publications identitaires sur certains canaux et faire de la simulation sur d'autres. Par exemple, vous faites une publication dans un journal, vous mettez un QR code pour aller sur votre site. Dans votre site, vous avez une inscription. Vous savez déjà que si les gens ont pris un QR code, peuvent être intéressés. Donc, vous avez déjà une première démarche. Et donc là, vous voyez, c'est vraiment jouer sur les différents éléments d'interaction potentielle entre les différents canaux que vous pouvez utiliser afin de faire bouger, faire avancer vos clients dans la compréhension et dans la certitude de votre expertise et de votre expérience. Donc, si on prend la différence entre le marketing classique et les 6 piliers, c'est vraiment un travail sur soit une guerre de prix ou en tout cas une façon de se présenter qui est pour essayer de battre son concurrent et de focaliser sur une petite partie des clients potentiels. Dans le cadre des 6 piliers, on est plutôt sur une différenciation de bien comprendre en quoi on est réellement différent des concurrents, comment, en comprenant bien les besoins du client, être orienté purement client, comprendre les besoins, les frustrations et les gains potentiels, on va pouvoir faire du contenu qui est ciblé, qui est utile et qui va leur parler. Ça va permettre d'avoir une relation qui est beaucoup plus durable que ce qui est fait dans une publication classique. Pourquoi? Parce que dans le classique, on est vraiment sur du court terme, c'est tout de suite, mais peut-être que demain, je le change parce qu'en fait, on propose au même prix, mais avec une caractéristique en plus. Donc, tandis que le fait d'avoir vraiment une relation
où on parle réellement de la problématique, les gens sont beaucoup plus fidèles et beaucoup plus conscients de réponses adaptées à leurs problèmes. Donc, 3 points à retenir, principalement, c'est que il faut se détacher de ce qui est le marketing classique. Il faut avancer pour bien comprendre son persona, bien voir les cours de conscience. Il faut leur donner confiance. Et on leur donne confiance en leur diffusant des informations qui sont liées à la problématique, pas sur ma solution. Et en prenant conscience des CPD, donc du persona, de la vraie proposition de valeur, de la compréhension de la proposition de valeur, des canaux, du contenu, des tunnels de conversion et de vos concurrents, ou en tout cas de la façon dont fonctionne le secteur dans lequel vous voulez vous installer, ça, ce sont des points qui vont vous permettre de créer de la communication et du plan marketing qui peut réellement impacter et qui va être dans vos corps, tant au niveau de la possibilité que en termes de budget, parce que on est clairement dans quelque chose qui est ciblé pour répondre à des questions que se posent vos prospects et vos clients potentiels. OK. Si vous avez des questions, c'est le moment, c'est l'instant. N'hésitez pas, on va échanger. Si vous voulez, on peut débloquer les micros. Si vous voulez poser votre question par voie orale. Vous faites une petite, voilà, vous faites un signe de la main et puis je vous. Alors, j'ai Carmen. Merci Carmen, c'était très intéressant. J'espère que vous allez pouvoir l'appliquer et utiliser. Personne n'a des questions? Personne ne se lance? Merci Yann. Merci pour les explications. Super, tant mieux. Si tout le monde voit bien le principe que dans son business et comment il peut l'adapter à son cas particulier, je serais très content. Pas de questions, personne ne se lance. Ouais. J'espère, oui. Donc, Carmen nous dit, je vais essayer de l'appliquer au mieux. J'espère pour tout le monde. S'il n'y a pas de questions, on va en rester là, on va se quitter. Pour le diaporama, vous avez normalement un truc qui s'appelle document ou Hangouts. Si c'est en anglais sur votre truc, ça s'appelle document, vous avez un petit 1 à côté. Moi, je vous invite vraiment à le prendre tout de suite parce que après vous ne les aurez plus. Donc, dites-moi si vous voyez ce que c'est, mais normalement, moi j'ai mon comment ça s'appelle? Mon menu qui est écrit en français, donc moi il est mis, c'est documents indistribués, 2.1. Donc vous devez avoir quelque chose qui s'appelle document ou Hangouts ou donc vous avez des choses qui se mettent à côté. Ça va, vous avez? Donc après, vous aurez, quand on va se terminer, vous aurez le sondage pour le. Ok, super, merci Bénédicte. Donc on a, ça marche bien comme ça. Donc moi, si vous avez d'autres questions sur le support, vous avez ma boîte mail. N'hésitez pas à poser des questions. Si on peut vous aider, on vous aide. Voilà. Donc répondez au sondage et puis s'il n'y a pas de questions, moi je vous souhaite une bonne soirée, un plaisir de vous retrouver dans une autre formation. Jeudi, je donne la formation sur le business model Canva et donc le plan d'entreprise. On va reparler encore de tout ça et de l'appliquer dans la création, dans l'écriture de son business model. Donc voilà, bonne soirée à tous et
À une prochaine, j'espère. À tous et toutes. Bonne soirée.